Bonjour à tous, donc on va commencer par des révisions, on va refaire un petit peu le récapitulatif de toutes les liaisons, de tous les degrés de blocage, de tous les degrés de liberté. On va rappeler les différentes liaisons, donc la liaison rotule, qui va être donc sous ce signe-là, pour une liaison extérieure, et qui va être avec ce signe-là pour une liaison intérieure. Donc la liaison rotule, on a plusieurs degrés de liberté que je vais indiquer en vert. On a donc, alors je vais faire hop, comme ça. En vert, j'indique donc les degrés de liberté, c'est-à-dire les mouvements qui sont possibles de faire, d'effectuer. Donc on a les rotations, et c'est tout. Donc on a uniquement la possibilité d'effectuer des rotations. Alors le centre de ces rotations, il est bien sûr, dans le cas d'une liaison extérieure, donc ça c'est le centre de rotation absolu, il est en ce coin-là, et le centre de rotation relatif pour une liaison intérieure entre deux poutres, il est au niveau de ce coin-là. Ensuite j'indique les degrés de blocage, donc les degrés de blocage on a, dans le cas d'une rotule, évidemment les deux translations qui sont complètement bloquées. Donc je les indique par des flèches comme ça. Et pareil donc pour le cas de la liaison intérieure. Alors ces degrés de blocage, ils correspondent également aux réactions qu'on va essayer de chercher également par la suite en utilisant le principe des travaux virtuels. On va faire plusieurs exemples. Ensuite, on a la liaison qu'on voit très souvent également, la liaison appui simple. Donc la liaison appui simple qu'on voit très souvent également, donc qui est schématisée, vous le savez, sous cette forme. Et dans le cas d'une liaison intérieure appui simple, on va schématiser ça sous la forme de ce qu'on appelle une petite bielle. Donc, je la dessine ici. Et voici les deux poutres qui arrivent comme ça. Voilà. Pareil qu'avant, on va regarder quels sont les mouvements autorisés par cette liaison appui simple. Dans le cas d'une liaison appui simple, les mouvements autorisés sont la rotation et la translation. Et ce qu'on peut savoir, ce que nous dit cette liaison par rapport à l'emplacement du centre de rotation absolu entre une poutre et le bâti, c'est que ce centre de rotation absolu doit être situé sur la droite qui est définie par le schéma de la liaison, qu'on appelle N. Alors, autant avant pour la liaison rotule, on pouvait être sûr que le point de rotation, que le centre de rotation absolu était situé en ce point-là, autant ici, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va être sur la droite, on sait uniquement qu'il sera sur cette droite. Alors, on va faire pareil, hein, pour la liaison intérieure, c'est exactement la même chose. Le mouvement autorisé, ce sont les rotations, et ici, donc, comme on a l'axe qui est défini par l'axe de la bielle, comme ça, la bielle, c'est cet ensemble ici, de ces deux cercles, et la petite barre ici. La même droite N ici. Et donc le mouvement autorisé, c'est aussi, comme ça, le mouvement de translation horizontale, pour ce cas-là. Donc on regarde maintenant les degrés de blocage, c'est ce qui nous reste après avoir fait les degrés de liberté. Ben, on a le degré de blocage uniquement selon cette direction. Et donc pareil ici, hein, selon la même direction que la droite N. Alors, quand on devra calculer une réaction, au droit d'un appui simple, entre une poutre et le bâti, et bien on va regarder uniquement la valeur, on va essayer de calculer uniquement la valeur de cette réaction. Donc pour un appui simple, on n'a qu'une seule réaction à calculer. Quand on se trouve à devoir calculer les réactions pour une rotule, on a deux réactions à calculer. Alors, on va faire la liaison glissière également. Donc la liaison glissière,
Alors la liaison glissière, maintenant, on va la schématiser. Donc ici, on va faire ça comme ça. Donc on représente la liaison glissière par deux bielles. Ici, on a représenté une liaison appui simple avec une seule bielle. Et ici, en mettant deux bielles, on a en fait une liaison glissière. Et là, le bâti. Alors ça, c'est la liaison extérieure, glissière. Une liaison intérieure, ça serait de la même façon. Et nos deux poutres, comme ça. Voilà. Alors, la liaison glissière, on va faire exactement la même chose. On regarde toujours envers les degrés de liberté, les mouvements qui sont possibles. Pareil pour la liaison interne glissière. Pour l'emplacement du centre de rotation absolu entre une poutre et le bâti pour une liaison glissière, ce centre de rotation absolu, il va se situer à l'infini dans la direction qui est donnée par la direction des biais ici. Comme ça. Pareil ici, le centre de rotation, il est situé à l'infini dans la direction des bielles. Les degrés de blocage qui sont induits par cette liaison glissière, donc on a évidemment la réaction ici, et la rotation qui est également bloquée. Alors pareil ici, la rotation est bloquée, et la translation ici est bloquée. Alors ensuite, après le récapitulatif de ces liaisons, on va juste faire un très rapide récapitulatif de vocabulaire. Donc, que veulent dire les signes qu'on utilise la plupart du temps? Donc on a ce signe-là, qu'on utilise assez souvent, qui veut dire il existe. Ça nous permet d'écrire de manière assez synthétique qu'il existe un nombre, qu'il existe un angle tel que, etc., etc. Alors de la même façon, on a ce signe-là, qui veut dire pour tout. Donc on fait souvent, par exemple, pour tout x, pour tout angle alpha, pour etc., etc. Donc on fait juste un A à l'envers. On a également ce signe-là, qu'on utilise assez souvent. Tout ça, ce sont des signes mathématiques, hein, qui veut dire c'est juste un enchaînement de raisonnement. Ça veut dire ça implique. Voilà, dans un raisonnement, il y a A qui implique B. Donc ça veut dire que on peut conclure que B si on a A. On a également le petit chapeau qu'on met au-dessus d'un signe quelconque, qui veut dire donc qu'on a affaire à quelque chose de virtuel, un travail virtuel, un angle virtuel, un déplacement virtuel. Ça c'est quand on va transformer nos structures qui sont isostatiques, on va les transformer en mécanismes. C'est une transformation qui se fait de manière virtuelle. Alors on va travailler du coup sur un premier exercice. Alors je vous fais donc le dessin. On va déjà numéroter les différentes poutres. On a une première poutre ici et une deuxième poutre ici. Alors, ce qu'on fait au tout début, c'est qu'on regarde la cinématique de ce système pour déterminer si on a affaire à une structure isostatique, hyperstatique, un mécanisme, etc., etc. Donc, comme on sait le faire à chaque fois, on va faire le décompte tout d'abord de toutes les liaisons intérieures, extérieures et du nombre de poutres. Donc, on écrit le nombre de poutres qui est égal à 2, donc 3P est égal à 3 fois 2, est égal à 6. Alors, ensuite on calcule E, qui est le nombre de degrés de blocage extérieur. Donc, à chaque liaison extérieure que l'on voit dans notre système, on additionne tout simplement le nombre de degrés de blocage. Donc, comme on le voit dans la petite anti-sèche qu'on s'est faite, pour une rotule, on a 2 degrés de blocage. Pour un appui simple, on a
1 degré de blocage. Donc on a 2, plus 1, plus 1, puisqu'on a un appui simple ici et un appui simple ici. Ensuite, on a le nombre de degrés de blocage des liaisons intérieures. On a ici une seule liaison intérieure entre la poutre 1 et la poutre 2. Et cette liaison intérieure, c'est une liaison rotule qui a donc 2 degrés de blocage. Alors, on fait le bilan de tout ça. On fait 3P moins E moins I. Donc on fait 6 moins 4 moins 2, c'est égal à 0. Et ça implique du coup que c'est une structure qui est peut-être isostatique. On n'en est pas encore totalement sûr. Alors c'est une structure qui est peut-être isostatique. Pour vérifier si elle est vraiment isostatique ou si, au contraire, on est dans le cas d'un mécanisme hyperstatique, on va regarder les centres de rotation de chacune des poutres. Et on va regarder avec le théorème de Kennedy si ça peut bouger ou pas. Alors, pour la poutre 1, on a le centre de rotation de la poutre 1 qui doit être en ce point-là, le centre de rotation absolu de la poutre 1. Parce qu'on a une rotule, et la rotule, qu'est-ce qu'elle nous dit la rotule? Elle nous dit que le centre de rotation absolu d'une poutre qui est attachée par une liaison extérieure rotule doit être au niveau du point de la rotule. Donc, on sait déjà que ce centre de rotation, C1, le centre de rotation absolu, est situé ici. La liaison appui simple nous dit finalement que le centre de rotation absolu de la poutre C1, il n'est pas au niveau de la rotule, il doit être au niveau de la droite, ici, défini par la liaison appui simple. Alors c'est pas possible d'avoir en même temps un point qui est situé ici, et un point qui est situé quelque part sur la droite. Comme c'est pas possible d'avoir cette situation-là, ce point n'existe pas. Donc on sait d'ores et déjà que la poutre 1 n'a pas de centre de rotation absolu, et donc elle ne bouge pas. Elle est partie intégrante du bâti, si vous voulez. Elle est complètement fixe par rapport au bâti. Maintenant on regarde la poutre 2. La poutre 2, on voit que cette liaison rotule entre la poutre 1 et la poutre 2 définit un centre de position relatif entre 1 et 2. Or, on a montré juste avant que la poutre 1 était complètement fixe, faisait partie intégrante du bâti, si vous voulez. Donc ce centre de rotation relatif devient un centre de rotation absolu. Ensuite, la liaison, pareil qu'avant en fait, pareil qu'avant parce que la liaison appui simple nous dit également que le centre de rotation absolu de la poutre 2 doit être situé sur la droite. Or, c'est impossible d'avoir un point qui est en même temps ici, et en même temps quelque part sur la droite, donc ce point n'existe pas. Donc on a bien montré ici que il y a une impossibilité totale de trouver une configuration, de trouver des points, des centres de rotation absolus et relatifs, tels qu'il puisse y avoir un mouvement. Donc ce qu'on avait dit sur le peut-être isostatique, eh bien on sait à présent qu'on est complètement isostatique. Alors quand on a fait cette vérification-là, on peut à présent passer au calcul des réactions. Le calcul des réactions, il se fait uniquement si on a des forces extérieures qui s'appliquent sur le système. Alors comme effort extérieur qui va s'appuyer sur ce système, on a la force F qui est située au milieu de ce segment de poutre, la force donc, que je vais appeler F1, et un autre effort ici qui va s'appuyer au point B et qu'on va appeler F2. Donc ça, ce sont nos efforts extérieurs. L'idée, ça va être de devoir calculer les réactions au niveau des liaisons externes de notre système. Donc, comment calculer ces réactions? Déjà, il faut définir ces réactions. Donc, pour une liaison rotule, comme on le voit sur notre schéma, on doit calculer une réaction pour chacun des degrés de blocage qui sont induits par la liaison rotule.
Donc les degrés de blocage, ce sont les deux translations, donc on a une réaction à chaque fois pour toutes les translations qui sont bloquées, donc pour la translation horizontale et la translation verticale. Alors ces deux réactions, on va les appeler R, A, V comme verticale, et R, A, H. Autre réaction, on a également à calculer la réaction en C, donc on va la noter R, C, V, et la réaction en B. Alors, l'appui simple n'induit qu'une seule réaction, puisque les mouvements autorisés par un appui simple, comme on le voit sur notre récapitulatif, sont les rotations, et les translations sont autorisées par l'appui simple. Donc, la seule réaction à calculer pour un appui simple, à chaque fois, ce sera la réaction dans le sens de l'axe, ici la réaction verticale. Alors, ce sont ces 4 réactions qu'on va devoir calculer. Donc on va déjà calculer la première de ces réactions, on va calculer la réaction horizontale en A. Alors allons-y. Donc la réaction horizontale au point A, comment on va faire pour la calculer? On va finalement transformer notre système pour pouvoir autoriser le mouvement dans le sens de la réaction en A. Alors, comment on fait ça? On transforme notre système en transformant la liaison en A. Alors juste avant, on avait une liaison rotule en A, et ici on l'a transformée virtuellement en une liaison appui simple en A. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça autorise à présent un mouvement dans le sens de la réaction, ça transforme finalement tout le système en un mécanisme, et ça nous permettra d'utiliser donc le principe des travaux virtuels. Alors, à chaque fois que vous devez calculer une réaction, il faut se dire qu'il faut transformer la liaison pour avoir le mouvement possible dans le sens de la réaction qui est calculée. Donc si vous devez calculer, on le fera après, hein, mais si vous devez calculer une réaction verticale, vous devez créer une liaison qui autorise les mouvements qu'on pouvait faire avant la transformation, mais qui puisse également autoriser en plus le mouvement dans le sens de la réaction. Alors ici, donc on a transformé notre liaison rotule qui autorisait une rotation autour du point et uniquement une rotation. Donc notre liaison rotule, on l'a transformée en une liaison qui autorise non seulement la rotation, qui était déjà permise par la liaison rotule, mais en plus qui permette une translation dans le sens de notre réaction. On va dessiner le mouvement virtuel de ce nouveau système. Ce nouveau système, alors on voit immédiatement comment il va bouger, hein. On sait on se doute que tout va translater dans un sens, on va le démontrer on va le démontrer correctement. Donc on a une liaison en A qui nous dit que le centre de rotation absolu de la poutre 1 doit être situé quelque part sur cette droite. Une autre liaison en C qui nous dit que le centre de rotation absolu doit être également situé quelque part sur cette droite. Alors le seul point qui puisse convenir pour être en même temps sur cette droite et sur cette droite, qui sont toutes deux parallèles, c'est le point qui est à l'infini dans cette direction, dans la direction des deux droites. Le point C1, qui est le centre de rotation absolu de la poutre 1, est situé à l'infini dans cette direction verticale. Ensuite, on a tout de suite le centre de rotation relatif entre 1 et 2, qui est au niveau de la rotule. Et enfin, le centre de rotation absolu de la poutre 2, qui doit être situé quelque part sur la droite, ici. C'est cette liaison appui simple qui nous dit que le centre de rotation absolu de la poutre 2 doit être situé quelque part sur la droite
définie ici par la liaison à puissance. On va utiliser maintenant le théorème de Kennedy. Que nous dit le théorème de Kennedy? Il nous dit qu'il y a un mouvement possible quand il y a un alignement des trois points successifs, des trois points, donc du centre de rotation absolu de 1, du centre de rotation relatif entre 1 et 2, et du centre de rotation absolu de 2. Donc si ces trois points sont alignés, alors le mouvement est possible. Faire en sorte que ces trois points soient alignés, comme on va faire, donc on sait que ce point il est à l'infini dans cette direction. Le seul moyen pour que le troisième point, le centre de rotation absolu de 2, soit aligné avec ce point et avec ce point, la seule manière d'avoir un tel point, c'est qu'il soit situé sur l'axe ici. Si on a un centre de rotation C2 qui est ici, on aura bien C1,2, C2 et C1 qui est à l'infini par là-bas, ou par là-bas, qui seront bien alignés. Voilà, on prend n'importe quel point sur cette droite et on sera bien aligné. Alors seulement, on a dit avant que C2 il était forcément sur cette droite. Alors pour que ces deux doigts soient en même temps sur cette droite et sur cette droite, et bien forcément, il doit également être à l'infini. Finalement, C1 et C2, ils sont confondus, ce sont exactement les mêmes points, ils sont à l'infini dans les mêmes directions, c'est exactement le même point. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un centre de rotation absolu qui est à l'infini? Ça veut juste dire qu'il y a une translation. Il y a une translation dans la direction qui est perpendiculaire à cette direction verticale. Donc la translation, elle va se faire comme ça. Donc si je dessine en vert un nouvel emplacement de tout ce système, donc on part d'ici par exemple, voilà, ce point qui devient ce point ici, ce point-là qui va se situer ici du coup, etc., etc. Et ici on a le point B et son homologue qui va être là-bas. Donc on a bien ce mouvement de translation horizontale. On va lui donner une certaine valeur qui va être égale à D chapeau. Donc c'est un mouvement virtuel, c'est un déplacement virtuel. L'idée ça va être d'évaluer ce déplacement virtuel là où on a des forces, des réactions. Donc on a une force ici qu'on essaie de calculer. On a une force ici mais qui est perpendiculaire au mouvement virtuel. Donc cette force ne travaille pas, puisqu'elle y est perpendiculaire. Et on a une force F2 ici, qui elle, est dirigée à l'inverse du mouvement virtuel ici, qu'on retrouve D. On écrit donc le bilan du travail de ce mouvement virtuel, qui est provoqué par ce mouvement virtuel. Donc on a le travail virtuel qui va être égal, on fait les forces les unes après les autres, d'abord R à H. Donc le travail qui est dû à cette force dans ce déplacement, c'est R à H fois D. Ici, cette force, on l'a dit, ne travaille pas du tout, puisqu'elle est perpendiculaire au sens du déplacement. Si vous voulez, le point ici va se déplacer de D dans cette direction. Et ces deux, donc l'effort et la direction du mouvement virtuel sont perpendiculaires, donc la force ne travaille pas. Ici, on a une force qui est dirigée à l'inverse du mouvement virtuel, donc on a un moins. La force, c'est F2, et l'amplitude du mouvement, c'est D chapeau. Le principe du travail virtuel, c'est quoi? C'est que ce travail virtuel doit être égal à 0 pour toutes les valeurs de D chapeau possibles. Donc si je prends D chapeau égale à 1, si je prends D chapeau égale à 6000, si je prends D chapeau égale à 0,01, ça doit être vrai à chaque fois, ça doit être toujours égal à 0. Alors on fait comme ça, on met D chapeau en facteur. Et ça doit être égal à 0 pour toute valeur de D chapeau.
Alors la seule façon que ce soit vrai, c'est évidemment de dire que RAH est égal à F2. Et donc on a la valeur de RAH. Je vais écrire directement. Voilà. On a directement la valeur de la réaction RAH en fonction de ce qu'on connaît de F2. Alors, on a calculé la réaction RAH, maintenant on va calculer les autres réactions. On va refaire donc exactement le même travail pour les autres réactions. Donc on a déjà calculé la réaction ici RAH, on va calculer maintenant la réaction verticale en A, qui s'appelle RVA. Pour calculer cette réaction, pareil qu'avant, on va transformer la liaison extérieure ici, pour faire en sorte qu'on puisse avoir tous les mouvements autorisés par la liaison à l'origine, donc la rotation comme ça, et le mouvement dans le sens de la réaction qu'on essaie de calculer. Donc ce mouvement ici. La liaison qui permet de faire ce mouvement de rotation et ce mouvement de translation, c'est une liaison appui simple, une liaison ponctuelle, qui va être, donc que je vais vous dessiner, la liaison qui permet de faire cette rotation qu'on pouvait faire avec la rotule, et également cette translation, qui est dans la direction de la réaction qu'on essaie de calculer, c'est cette liaison appui simple en A. Donc c'est encore une fois une liaison virtuelle, c'est pas la vraie liaison, mais c'est la liaison qu'on va définir de manière virtuelle pour pouvoir appliquer le principe des travaux virtuels et pouvoir calculer la réaction RVA. C'est toujours pareil, hein. On regarde comment va bouger le mécanisme, on sait que c'est un mécanisme, puisque au tout début, on avait calculé 3P-I-E pour le système global sans y mettre de liaison virtuelle, etc. On avait trouvé que c'était isostatique, donc à chaque fois qu'on rajoute un seul degré de liberté, à chaque fois qu'on n'en rajoute qu'un seul, on sait qu'on va juste changer dans 3P-I-E, on va juste changer le E, et on va juste rajouter 1 à E. Et donc, ça va donner un mécanisme à chaque fois, et ça va donner un mécanisme qui va pouvoir bouger d'une seule manière selon un paramètre. On fait du coup l'analyse de ce mécanisme, on va regarder les différentes liaisons. Cette liaison ici, en A, nous dit que le centre de rotation absolu de la poutre 1 doit être situé quelque part sur cet axe, et le centre de rotation absolu de la poutre 1 doit être également situé sur cet axe. Donc le seul point qu'il est possible de trouver qui soit en même temps sur cet axe et en même temps sur cet axe, c'est l'intersection de ces deux axes. On sait donc forcément que C1 va être ici. Ensuite, on a toujours pareil ici, le centre de rotation relatif entre 1 et 2. Et enfin, cette liaison ici qui nous dit que le centre de rotation absolu de la poutre 2 doit être situé quelque part sur l'axe ici défini par la liaison appui simple. Encore une fois, théorème de Kennedy, la seule manière d'avoir un mouvement entre ces différentes poutres pour ce système-là, c'est d'avoir un alignement entre les points suivants, entre le centre de rotation absolu de la première poutre, C1, le deuxième point, c'est le centre de rotation relatif entre 1 et 2, C1,2, et le troisième point, qui doit être aligné avec les deux autres, donc, c'est le centre de rotation absolu de la poutre 2. Donc centre de rotation absolu de 1, centre de rotation absolu de 2, et centre de rotation relatif entre 1 et 2. Ces trois points doivent être alignés pour avoir un mouvement possible. On a déjà C1 ici, C1,2 ici. Pour avoir C2 aligné avec C1 et C1,2, il doit se trouver sur la droite définie par C1 et C1,2. Donc il doit se trouver sur cette droite. Et en même temps, on a dit auparavant que C2 était sur cette droite, donc C2 est forcément ici. Voilà, on a défini le mouvement de ce mécanisme virtuel. Je vous rappelle que c'est un mécanisme virtuel puisqu'on a
transformer une liaison rotule ici en une liaison appui simple ici, pour pouvoir calculer après la réaction. Donc on projette sur un axe le déplacement vertical de ce système. Donc, par quoi on commence quand on essaie de trouver le déplacement vertical de ce système? On commence par les points dont on sait qu'ils seront fixes. Ce point-là, il ne va pas se déplacer verticalement pendant le mouvement. Donc, on le projette sur l'axe, et on sait qu'il sera exactement ici. On l'appelle C1'. Quel autre point dont on est sûr qu'il sera placé sur l'axe? On a ce point-là, on est sûr qu'il sera placé également sur l'axe. On sait qu'il ne bouge pas verticalement, ce point-là. On va décider de dessiner d'abord la poutre 1, donc qui tourne autour de C1'. La position initiale de la poutre 1, c'est celle-ci. Et si on fait tourner cette poutre 1 autour de C1' avec un certain angle, ça va nous donner, avec un certain angle, ça va nous donner ceci. Et là, on s'arrête ici. Voilà, ça c'est la poutre. Ça c'est la poutre 1. Le déplacement vertical, en tout cas, de la poutre 1. Donc, ce petit angle ici, on va l'appeler alpha chapeau. C'est un angle virtuel. On retrouve ici alpha chapeau, évidemment. On sait que la poutre 2 tourne autour de C2', donc sa position initiale, elle est ici. Sa position finale, ce sera quelque part autour de C2', mais seulement on sait également que ce point-là, C1', qu'on peut appeler C1', si vous voulez, il appartient non seulement à la poutre 1, mais également à la poutre 2. Donc ici, on doit avoir une continuité. On doit forcément avoir quelque chose comme ça. Donc avec un angle ici, qui va être égal à alpha chapeau, dans ce cas-là, puisqu'on a exactement les mêmes longueurs ici. Donc on a un triangle isocèle. On a dessiné les déplacements verticaux de chacun des points du système de poutres. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est estimer donc le travail de chacune des forces dans ce mouvement. À chaque fois, on fait la même chose. Le travail virtuel, puisque c'est un mouvement virtuel, va être égal, donc on prend les forces les unes après les autres, comme à chaque fois. RVA tout d'abord. En ce point-là, on a un déplacement. On est parti d'une position initiale ici vers ici, et on a un déplacement qui est égal à l'angle alpha fois la longueur L. Comme l'effort est dirigé dans le sens inverse du déplacement, on a évidemment un signe moins qui se met. Le travail de cette force sera négatif dans le cas de ce mouvement qui est contre la direction de l'effort. Ensuite, on fait les forces les unes après les autres. F1 qui est dirigé ici à l'inverse du déplacement. Le déplacement qui est vers le haut, F1 est vers le bas. On a donc un signe moins. Et ici, ce déplacement, il va être égal à la longueur ici, fois l'angle ici qu'on a. Ça va être égal à L sur 2 alpha. Et donc le travail va être égal à l'amplitude de la force fois l'amplitude du déplacement. Et enfin, le travail de cette force. Le travail de cette force, il est nul, puisque dans notre cas, il n'y a absolument aucun déplacement dans le sens de la force. Le travail dû à cette force, il est évidemment nul. Et donc, principe des travaux virtuels, ce travail virtuel doit être égal à 0 pour toute valeur
de alpha chapeau. La seule manière d'obtenir ce résultat, pour toutes les valeurs de alpha chapeau, si on le met en facteur, la seule façon d'avoir pour toute valeur de alpha chapeau cet ensemble-là qui est égal à 0, c'est d'avoir finalement ce qu'on a ici, entre parenthèses, égal à 0. Et donc à partir de ça, on peut virer les L, et puis on passe RVA de l'autre côté, et ça c'est équivalent. Et on trouve directement la valeur de RVA. Qui est égale à moins F1 sur 2. On a calculé RHA, on a calculé RVA, il nous reste à calculer les deux réactions, il nous reste à calculer la réaction dans cette liaison. La seule réaction qu'on a dans cette liaison à puits simple, c'est une réaction verticale comme ça. Et après, à la fin, on va calculer la réaction verticale, pareil, là-bas. Pour calculer cette réaction verticale de la puits simple, il faut qu'on transforme une nouvelle fois notre système. Comment on va transformer ce système? On va transformer notre liaison ici pour permettre non seulement les mouvements qui sont déjà permis par la liaison. Cette liaison à puits simple, elle permet de faire des translations horizontales et des rotations. Non seulement on va définir une liaison qui permet ces mouvements, mais qui en plus va permettre le mouvement dans le sens de la réaction qu'on essaie de calculer. Donc également le mouvement là. La translation verticale. Quelle est la liaison qui permet de faire en même temps une translation verticale, une translation horizontale et une rotation? Cette liaison, c'est tout simplement l'absence de liaison. Dans notre nouveau système virtuel, on va tout simplement supprimer toute liaison qu'on a ici. On met ici la réaction qu'on appelle RCV. Toujours pareil, on regarde la cinématique de ce nouveau système virtuel. Donc, on fait ça rapidement. On a le centre de rotation absolu C1 qui est au niveau de la rotule. On a le centre de rotation relatif entre 1 et 2 qui est au niveau de la rotule entre 1 et 2. Et enfin, on sait que le centre de rotation absolu C2 doit être situé quelque part sur l'axe. Le théorème de Kennedy nous dit que ces trois points doivent être alignés pour avoir un mouvement. Donc C1 ici, C1,2 ici, et C2 doit donc être situé en ce point-là. Donc le mouvement virtuel de ce mécanisme va être le suivant. On dessine d'abord sur notre axe les points qui ne bougent pas verticalement. Donc on a ce point A qui va être fixe verticalement. Et on a le point B qui va être fixe verticalement. On dessine un mouvement virtuel de la poutre 1. Jusqu'ici. Avec un certain angle alpha. Alpha chapeau, toujours. C'est un angle virtuel pour un déplacement virtuel. Et ici, on sait que la poutre 2 va tourner autour de ce point fixe, de C2'. Alors il va être quelque part, donc ici, soit ici, soit ici, soit ici. Et va être quelque part, comme ça, en position initiale, elle était là. Mais elle va être quelque part autour du point C2'. Donc ce quelque part, c'est évidemment ici, puisque ce point C1,2, qu'on va ici appeler C1,2', il doit appartenir non seulement à la poutre 1, mais aussi à la poutre 2. Tout ça doit être continu, forcément. Puisqu'on a une liaison rotule, tout cela doit être forcément continu. Ici, on a un angle qu'on va appeler θ, chapeau, et qu'on va calculer. On a la longueur ici qui vaut alpha chapeau fois la longueur ici, L plus L, 2L, elle est pareillement égale à alpha chapeau, l'angle ici, fois la longueur ici, fois L. Θ chapeau, pardon.
on peut supprimer de chaque côté le L, et on a directement θ chapeau égale 2 fois alpha chapeau. Dans ce mouvement virtuel, on va appliquer le principe du travail virtuel. Pour appliquer le principe du travail virtuel, il faut calculer le travail fourni par les différents efforts. Donc on va définir, donc on va trouver la valeur des déplacements à chacun de ces endroits. À chaque fois qu'on a un effort, on va évaluer le déplacement correspondant. Donc ici, on a un effort qui est vers le haut et un déplacement qui est vers le bas. Donc le travail virtuel dû à cet effort dans ce déplacement virtuel va être négatif. Ce déplacement, il va être égal à l'angle ici fois la longueur ici. Ensuite, effort suivant, F1. F1 qui est dirigé vers le bas pour un déplacement virtuel qui est dirigé vers le bas. On a donc un signe positif puisque on a le même sens. L'angle alpha chapeau fois la distance ici. Donc cette distance c'est L plus L sur 2, 3 demi de L. Et enfin, dernier effort, à chaque fois c'est toujours pareil, un F2 qui ne travaille pas dans ce mouvement puisque il est dirigé sur un point qui ne bouge pas, qui est complètement fixe, et donc dans ce mouvement virtuel, F2 ne travaille pas. Principe des travaux virtuels, ce travail virtuel, il est nul pour toutes les valeurs de alpha chapeau. Alors, de la même façon qu'avant, je mets alpha chapeau en facteur. Ce chiffre doit être égal à 0, quelle que soit la valeur de alpha chapeau. Donc ce qu'on a entre parenthèses doit être donc égal à 0. Et donc, on peut supprimer le L. Et en passant ça de l'autre côté, on a directement la valeur de RVC. On va faire un petit récapitulatif déjà. On a calculé la valeur de la réaction ici, la valeur de cette réaction ici. On a calculé également la valeur de la réaction au niveau de l'appui simple en C. Il ne nous reste plus qu'à calculer la dernière réaction disponible, c'est la réaction ici, au niveau de l'appui simple en B. Pour déterminer cette réaction, c'est toujours pareil. Pour déterminer cette réaction, on va donc transformer virtuellement ce système isostatique en un mécanisme avec un seul degré de liberté. Comment on transforme ce système? Il nous faut transformer cette liaison, la liaison où on essaie de déterminer la réaction. Il faut transformer cette liaison de sorte qu'elle autorise non seulement les mouvements déjà autorisés, donc la rotation plus la translation, et en plus qu'elle autorise le mouvement dans le sens de la réaction qu'on essaie de calculer, donc ce mouvement horizontal. Pareil qu'au niveau de la liaison C, la seule liaison qui autorise tous les mouvements possibles, c'est l'absence de liaison. Donc on transforme le mécanisme. Voilà, on n'a pas de liaison, mais à la place, on a RVB, la réaction à calculer. La détermination du mouvement de ce nouveau système, qui est un mécanisme, va être assez rapide. Ici, la poutre 1, qui est complètement fixe. Pourquoi elle est complètement fixe? Parce que son centre de rotation C1 absolu doit être situé en ce point-là, et il doit être situé en même temps sur la droite de cette liaison appui simple. Or, aucun point ne permet d'être en même temps en ce point et sur cette droite, donc ce point n'existe pas. C1 n'existe pas, donc forcément cette poutre 1
elle fait partie intégrante du bâti, elle est complètement fixe, et donc ce centre de rotation C12, on peut dire qu'il est en fait le centre de rotation absolu de 2. Et c'est tout, puisqu'on n'a aucune autre liaison à analyser. On a juste le seul mouvement possible de ce système. On sait que c'est un mécanisme, puisqu'on a enlevé un seul degré de blocage par rapport à la situation isostatique. On projette tous les points qui ne bougent pas. Donc là, pour le coup, on a toute la poutre 1 qui ne bouge pas du tout. Et donc ici, on impose un angle alpha autour de ces deux primes. Le mouvement virtuel. Ce qui est assez rapide à voir finalement, c'est que dans ce mouvement virtuel bien particulier, F1 ne travaille pas puisque il n'y a aucun déplacement dans la direction de F1. Donc si on écrit les travaux pour chaque force les unes après les autres, donc F1 tout d'abord ne travaille pas, égal à 0. Ensuite F2 ne travaille pas non plus dans cette situation, on n'a aucun déplacement dans le sens de F2 dans ce déplacement virtuel, F2 ne travaille pas non plus. La seule force qui travaille c'est RVB, qui travaille donc dans le sens inverse du déplacement virtuel qu'on a imposé, signe moins. Et ce déplacement qu'on a imposé ici, il est égal à l'angle fois la longueur ici, alpha chapeau fois L. Et ça, principe des travaux virtuels, ça doit être égal à 0 pour toute valeur de alpha chapeau. Alpha chapeau en facteur ici, il est déjà en facteur en fait, et donc L, on peut le supprimer, et donc finalement, on n'a plus que RVB qui est égal à 0. Voilà, on a calculé toutes les réactions extérieures de ce système